Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Art Typique, le podcast dédié aux artistes atypiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Thomas, une passionnée d'astronomie qui nous évoque sa passion pour l'espace et l'univers. Au fil des années, elle a développé des qualités et compétences qui lui ont permis de devenir une vulgarisatrice reconnue et de travailler avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. C'est une personne bienveillante et particulièrement attachante que je vous propose de découvrir dans cet épisode dédié aux merveilles de l'univers. Chez Artypique, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Alice, Bonjour Sébastien. merci d'avoir accepté mon invitation et d'être ma nouvelle invitée d'Art Typique. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien et merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Il y avait longtemps que je tournais autour de l'idée d'avoir une invitée ou un invité pour nous parler de l'espace et de tout ce qu'elle regorge en choses absolument incroyables, quand on voit toutes ces images de satellites absolument fantastiques. C'est une infinité de merveilles, comme je le dis en introduction. Et je suis vraiment très content de t'accueillir parce que quand j'ai découvert ce que tu faisais, je me suis dit waouh, mais en fait, ça, c'est l'invité parfaite. Donc, j'étais très content de pouvoir te contacter. Et quand tu m'as dit OK, je dis waouh, bon, ça super. On va pouvoir passer un bon moment et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce qui t'anime. Alors, justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a poussé à te passionner pour l'astronomie et l'espace ? Mais oui, tout à fait. Je suis Alice Thomas, je suis vulgarisatrice scientifique. Donc, je travaille aujourd'hui à mi-temps pour le CNES, l'Agence spatiale française, l'équivalent de la NASA, mais en France. Tout le monde connaît la NASA, mais très peu de gens connaissent le CNES finalement. Centre national des études spatiales. Et je travaille sur leurs réseaux sociaux, principalement sur leur chaîne Twitch, et je fais des vidéos pour eux, pour les réseaux sociaux, format vertical, TikTok, Instagram, tout ça, tout ça. Et l'autre moitié du temps, je suis à mon compte, je suis indépendante. J'ai commencé sur YouTube en 2016, ça ne me rajeunit pas tout ça, sur une chaîne qui s'appelait Alice au pays des étoiles, que j'avais commencé sans technique, sans rien du tout, vraiment à l'arrache, comme on peut dire, je pense. Et donc aujourd'hui, je vais faire des conférences à droite, à gauche. J'ai écrit un livre, La vie secrète de l'univers, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et puis voilà, de temps en temps, des lives sur Twitch, toujours des réseaux sociaux sur les miens ou sur ceux d'autres clients, d'autres personnes, ça dépend. Et puis voilà, je fais plein de projets en même temps. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire 15 projets en même temps, sinon je déprime. Et cet amour pour le spatial, il est là vraiment depuis toute petite, puisque à la base, je voulais être chercheuse d'étoiles. Chercheuse d'étoiles, ça veut dire astrophysicienne quand on a 5 ans et qu'on ne connaît pas le mot astrophysicienne. Et c'est né à la Cité des sciences et de l'industrie, qui est un musée de vulgarisation scientifique qui est à Paris. Et là-bas, il y a des médiateurs, des médiatrices qui vous expliquent des choses sur tous les sujets. Moi, mes préférés, c'était ceux sur l'univers. On nous apprenait à construire des cartes du ciel, il y avait le planétarium et tout. Et je trouvais ça trop bien. Et donc ma maman m'avait dit que, les scientifiques, c'est des chercheurs. Il y en a dans tous les domaines. Il y a des chercheurs en biologie, des chercheurs en physique et cetera. Et donc moi j'avais dit: «Bah, moi je veux être chercheuse d'étoiles». Et ça m'allait bien parce que j'étais, très timide. Et donc moi mon but, c'était de partir à Hawaï ou ailleurs où il y a des télescopes pour être derrière mon télescope, enfermée dans mon labo et ne parler à personne. Et ça m'allait très bien comme ça. Bon, maintenant je fais de la communication, je fais du face caméra, je fais des conférences devant un public, donc c'est qu'il y a un truc qui a changé
à un moment, il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu et en fait, c'est venu, un peu plus tard, peut-être au lycée, un peu après le lycée aussi, où, je me suis rendu compte que la recherche était pas forcément ce qui me correspondait le plus, parce que j'avais une vision de la recherche où, bah, quand on fait de la recherche, on travaille sur un seul sujet. Rien qu'une thèse, c'est, 3 ans, sur un sujet et je me voyais pas faire ça. Parce que comme je disais, j'ai besoin de faire 15 projets en même temps, sinon je déprime et donc je voulais quand même travailler en lien avec le spatial et j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire qui soit en lien avec le spatial, mais qui ne soit pas de la recherche et donc la communication, la vulgarisation, ça m'a semblé être un bon entre-deux pour être quand même au contact des gens qui font la science et le grand public pour peut-être, moi, donner envie à d'autres gens de faire de la science. Donc niveau parcours, j'ai fait un bac S, après une licence de physique. Après cette licence, j'ai fait de l'animation. Je fais 1 an d'animation avec des enfants, d'animation scientifique. Donc eux, ils voulaient tous faire de la chimie, des trucs qui pètent et tout et donc moi, j'ai essayé de leur montrer un petit peu d'autres choses. C'était intéressant, même si très fatigant, hein. Les enfants, c'est un public, que j'aime bien à petite dose. Ils sont adorables, mais bon, voilà et après ça, j'ai fait un master de journalisme et communication scientifique à Paris. Avec, la deuxième année non, la première année avec la première année, un stage que j'ai fait à E = M6. C'était très intéressant et ça m'a appris que je ne voulais pas travailler à la télévision plus tard. D'accord. Tu as rencontré Marc Lesguy, Mac Lesguy, j'ai Mac rencontré Lesguy, Mac pardon. Lesguy, oui D'accord. et la deuxième année, c'était en alternance et mon alternance, je l'ai fait au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc j'étais à Saclay, parce qu'il y en a plusieurs un petit peu partout. Donc le D'accord. CEA, si vous connaissez pas, c'est, on peut simplifier comme un immense, labo de recherche, qui a des pôles un petit peu partout en France. C'est très simplifié, mais donc voilà Mmh mh. et donc moi, j'étais à la communication à l'IRFU, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, un grand laboratoire qui traite de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Bon, moi, mon truc, c'était plutôt l'infiniment grand, mais j'ai aussi travaillé sur l'infiniment petit. Et donc, j'étais à la communication avec eux pendant 1 an. D'accord. Et après ça, je me suis lancée en indépendante en me disant: «J'ai Pôle emploi derrière qui peut, m'aider si jamais, si j'ai 1 an de chômage, j'ai droit à 1 an de chômage, je peux tenter. Si jamais ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, bon, bah, j'ai 1 an pour trouver un travail alimentaire ou autre chose et retomber sur mes pieds». Après, il y a le covid. Donc là, c'était compliqué pour tout le monde. Et après ça, Thomas Pesquet est reparti dans l'espace. C'était la mission Alpha. Et donc là, quelqu'un du CNES que je connaissais, bah, la personne qui travaille actuellement sur les réseaux sociaux du CNES, m'a dit: «Eh, il y a Thomas Pesquet qui repart dans l'espace, on a besoin de renforts pour la communication. Est-ce que tu veux venir avec nous?» J'ai dit: «Oui». C'est le genre de proposition où généralement, bon, bah, on dit oui et Voilà. donc pendant les 9 mois de la mission, j'ai travaillé, sur les réseaux sociaux du CNES, tous les réseaux sociaux du CNES à plein temps. Oui. Après ça, retour, à la case, indépendance, Pôle emploi, France Travail pardon, faut dire maintenant Oui. et c'est là que Larousse m'a contactée pour dire: «Hé, on aimerait bien faire un livre de vulgarisation sur l'espace, est-ce que ça te dirait?» Je me suis dit: «Bah, oui, j'ai rien prévu pour la prochaine année donc oui, en vrai, allons-y, écrivons un livre de vulgarisation sur l'espace». J'avais pas prévu de faire ça mais pourquoi pas et donc voilà. Je pourrais parler un petit peu plus en détail, après, si tu veux Oui, de de comment ça s'est fait tout ça. Mais donc exactement. bref, voilà et depuis septembre 2022, je travaille de nouveau, avec le CNES, via une, boîte de com qui s'appelle la Net Squad, sur les réseaux sociaux du CNES, mais donc cette fois à mi-temps et donc principalement sur du contenu vidéo, donc Twitch et vidéos réseaux sociaux. D'accord. Voilà l'histoire de ma vie. Tu parlais de ce travail de freelance. Qu'est-ce que tu fais à peu près, comme type d'activité? Alors le plus gros, ça va être, des interventions dans des écoles, dans des médiathèques. Là, en février, par exemple, tous les ans, depuis 2 ans maintenant, il y a les Mycéliades, qui est un festival qui mêle science et science-fiction dans des médiathèques et des cinémas qui font des projections, des conférences et cetera. Donc ça va être des choses, par exemple, sur lesquelles je peux intervenir, pour parler d'univers, pour parler de différents sujets selon ce qui est demandé. Là, par exemple, dans le cadre des Mycéliades cette année, je vais faire une intervention autour du film Wall-E. D'accord. De Disney? De Disney, tout à fait, D'accord. Pixar, Disney, les 2. Oui, Les les 2. 2. Un peu les 2, Et ouais. je vais essayer de raconter un petit peu, ce qui se passe, la science derrière Wall-E parce que OK, il est très mignon, l'histoire entre les 2 robots, c'est trop mignon tout ça, mais derrière, il y a un message et en vrai, je l'ai re-regardé il y a pas très longtemps,
il y a plein de petits détails, genre il y a Spoutnik dedans, il y a le site d'atterrissage lunaire et cetera. Enfin, il y a plein de petits trucs et en le regardant avec un œil scientifique, on se rend compte qu'il y a des inspirations. Enfin moi en tout cas, ça m'a rappelé certaines missions qui existent aujourd'hui, des missions martiennes et cetera. Donc voilà. J'ai Mmh. pas encore écrit ma conférence, il faut que je me mette au travail, mais On compte sur mais toi. donc voilà. Enfin, il compte sur toi. Mais donc voilà, c'est, principalement ça que je fais. Mais après, ça peut être aussi de l'animation, des animations d'ateliers avec, bah, tout public. De temps en temps, je fais de l'animation réseaux sociaux un peu plus ponctuelle. Par exemple, des fois, il va y avoir des événements qui ont besoin de faire de la communication sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Donc ils vont me donner accès à leur compte et puis, bah, moi, je me balade sur l'événement et puis, je fais des stories et des tweets et des choses comme ça. Mais D'accord. toujours dans la vulgarisation, dans la communication, principalement scientifique et plus spécifiquement autour du spatial. Mais je suis ouverte à tout. Mmh. On sent bien que, tu es une personne très curieuse et tu as envie d'avancer, dans un domaine dans ce beau domaine en fait qui te prend aux tripes un petit peu depuis, bah, ta ton enfance en fait, hein. Mmh. Ouais et d'ailleurs on sent que la vulgarisation de l'espace pour le grand public, pour toi, c'est une mission importante. Comment tu choisis tes sujets et les informations que tu souhaites partager pour rendre, bah, on va dire, l'astronomie accessible à tous? Effectivement, le grand public, je pense que c'est un des publics que je préfère parce que c'est facile de les émerveiller et mon but, c'est pas de rendre tout le monde scientifique, mais mon but, c'est de dire à tout le monde, enfin, en tout cas, à ceux qui veulent bien m'écouter, qu'ils sont capables de comprendre des choses, que l'univers, c'est beau et que les sciences, c'est pas fait que pour, les gens, «hyper intelligents» entre guillemets et cetera, qui sont doués en maths et que tout le monde est capable de comprendre des choses et s'émerveiller et peut-être que parmi ces gens-là, il y en a qui deviendront scientifiques, qui iront creuser à fond et cetera. Mais moi, mon but, ça va plutôt être de semer des petites graines par-ci par-là, qui peut-être germeront, qui peut-être germeront pas, mais voilà, je vais plutôt chercher à émerveiller et donc bah, dans les sujets que je vais choisir alors des fois, c'est des sujets d'actualité, donc bon, bah, les sujets, c'est selon ce qui se passe. Par exemple, il y a une mission martienne qui décolle, bah oui, je vais parler de Mars parce que, bah, c'est l'actualité du moment et tout. Mais des fois, ça va être plus être, sur, ouais, vraiment chercher à émerveiller et chercher à voir la beauté de l'univers. Les images, ça marche beaucoup. Là, notamment, on a Webb qui a décollé il y a 2 ans maintenant. C'est le grand télescope avec ses miroirs hexagonaux dorés là, vous avez peut-être vu des images. On dit souvent que c'est le successeur de Hubble, mais bon, c'est pas exactement vrai parce que Hubble voyait dans la lumière visible, donc la même chose qu'on voit avec nos yeux, tandis que Webb, lui, il voit avec dans l'infrarouge. Donc c'est pas la même longueur d'onde. Je vais pas forcément partir dans les explications là, tout de suite maintenant. Mais donc bref, il regarde c'est comme s'il avait pas les mêmes lunettes de vue, il regarde pas Ouais. la même fréquence et donc il voit des choses différentes. Donc il est un peu différent de Hubble, mais ses images sont incroyables, ont une résolution de dingue et bah, par exemple, la couverture de mon livre, c'est la nébuleuse de la Carène. C'est une image qui a été prise par Webb, une des premières images qui est sortie d'ailleurs et ce qu'on voit sur cette image, par exemple, c'est, bah, c'est des bébés étoiles en train de naître, c'est une pouponnière d'étoiles et c'est beau la naissance des étoiles, c'est super beau! C'est superbe. C'est vrai que je savais pas qu'elle était issue de Webb, cette photo et c'est vrai elle est absolument magnifique, la première de couverture. Ouais, bah, c'est une des premières photos, de Webb qui est sortie. Ils en ont sorti, quelques là, en été, été 2022, ils en ont sorti un certain nombre, je ne sais plus combien Ouais. et dont celle-ci. Et donc j'ai envoyé à la maison d'édition en disant: «Eh, il faut absolument mettre ces images dans le livre, sinon le livre il sort en septembre, il sera obsolète, il faut mettre ces images. Je sais que là on est sur la fin, il Oui. faut bientôt envoyer à l'imprimeur, mais on ne peut pas faire ce livre sans mettre ces images» Mmh. et ils m'ont dit: «Tiens, d'ailleurs ça te va comme couverture?» J'ai dit: «Oui» Je valide. et du coup, c'est le premier livre avec cette couverture à avoir été publié. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres depuis, Mmh. mais c'est le premier en France en tout cas. Ah, c'est beau. À l'étranger, je sais pas, Une certaine mais fierté quand même. un peu. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, justement, tu travailles, avec le CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Comment as-tu commencé, cette aventure? Quels ont été tes contacts? Parce qu'il y a bien eu un commencement à tout ça. Ouais. Alors, cette histoire, elle commence peut-être en 2017-2018, quelque chose comme ça. Moi, à l'époque, je suis bébé youtubeuse, je fais des vidéos dans mon coin, dans mon grenier, des vidéos avec une qualité technique, qui valent ce qu'elles valent parce qu'à l'époque, j'ai pas encore fait mon master en journalisme et cetera. C'est vraiment, voilà, je fais de la vulgarisation dans mon coin parce que pourquoi pas, parce que c'est rigolo et puis voilà, ça m'amuse
Et donc le CNES lance un concours qui s'appelle «Fais décoller ta vidéo». Le concept, faire une vidéo de vulgarisation sur l'espace et les gagnants remportent un vol 0G. Les vols paraboliques, donc les avions qui font des paraboles et pendant lesquels on est en micro-pesanteur, pendant quelques secondes, plusieurs fois pendant quelques secondes. D'accord. Et donc je me dis: «Je fais des vidéos de vulgarisation sur l'espace, ça me coûte rien». J'avais prévu en plus de faire une vidéo sur Thomas Pesquet parce qu'il partait pour la première fois dans l'espace. Ça me coûte rien de proposer cette vidéo au concours et puis on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. J'avais quand même très peu d'espoir de gagner, mais bon, ça quitte à faire une vidéo, autant la proposer. Donc j'ai proposé ma vidéo, j'ai perdu, hein, bien sûr, et bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Moi, j'ai continué à faire ma petite vie de vulgarisation, de vulgarisatrice dans mon coin, après j'ai enchaîné avec le master et cetera. Mais donc bref, l'histoire effectivement aurait pu s'arrêter là. Mais même si j'ai pas gagné ce concours, eh bien, une des personnes qui travaillait au CNES, enfin qui travaillait pour le CNES à ce moment-là, a vu cette vidéo, a vu donc, une jeune fille, faire des vidéos de vulgarisation sur l'espace et s'est dit: «Il faut l'encourager celle-là, je vais l'aider, je vais lui ouvrir des portes» et cetera. Et donc, je l'ai rencontrée dans le cadre des Mardis de l'espace. C'est tous les mois, en fait, le CNES organise des rencontres autour d'un sujet avec des experts qui parlent d'un sujet, les gens peuvent poser des questions et cetera. Et donc moi, c'est sur Paris et donc maintenant sur Paris et Toulouse. Et donc, j'y allais pour rencontrer d'autres gens qui aimaient le spatial, tout ça. Et donc j'ai rencontré cette personne, qui m'a proposé plein de choses, par exemple d'aller, au salon du Bourget, et ça c'était une opportunité de ouf. J'ai rencontré Claudia Nuret et tout, enfin franchement c'était trop bien. C'était la première fois que je pouvais aller filmer sur place, des choses vraiment en conditions et cetera. Bon en vrai j'étais très, très, très amatrice à l'époque, je me rends compte avec le recul. Je pense que sur ce salon, j'ai fait toutes les erreurs à ne pas faire. Mais c'est D'accord. bien, j'ai appris. J'ai appris, j'ai sorti une vidéo qui vaut ce qu'elle vaut, mais je l'ai fait. Et donc bref, ça a été possible parce que donc cette personne, m'a ouvert des portes, m'a proposé et voilà. Et donc bref, on est devenus amis, avec cette personne et c'est elle qui m'a contactée lorsque Thomas Pesquet, est reparti dans l'espace pour la mission Alpha, donc la deuxième fois, en me disant: «On a besoin de renforts, est-ce que tu veux venir avec nous?» Et parce que du coup, donc elle avait suivi mon travail et cetera. Et donc on a eu l'occasion de collaborer sur d'autres petites productions, des émissions en plateau, des choses comme ça, par-ci par-là, entre-temps. Et donc voilà, elle savait moi entre-temps, je me suis un petit peu professionnalisée aussi et donc voilà, elle savait ce que je valais et donc c'est elle qui m'a proposé. Voilà, tout ça parce que j'ai participé à un concours que j'ai perdu. Moralité, tentez des choses, même si vous perdez et vous savez jamais ce que ça peut vous apporter. Mmh. J'aime beaucoup cette fin qui est finalement heureuse pour toi. Ah bah oui, du coup, j'ai toujours pas fait de vol en 0G, peut-être que ça viendra un jour, mais Voilà, si on nous écoute, hein, Alice lance une perche, hein, tend une perche plutôt même d'ailleurs. Donc, coucou le CNES, je veux bien faire un vol en 0G. oh, ils te le proposeront bien un jour, j'espère quand même. On Voilà, va faire des TikTok en 0G. voilà. Ça pourrait être assez, drôle. Je sais pas ce que Ce ce que serait ça très, peut très drôle. donner, mais ça peut être assez drôle. Je pense que je serais malade. Ouais. Honnêtement, je pense que je serais malade. Donc de fil en aiguille, on arrive à, on va dire, à un gros projet qui est donc, La vie secrète de l'univers, donc ta collaboration avec Larousse. Comment ça a commencé, cette aventure et comment tu l'as abordée? Parce que donc Larousse te contacte, bon déjà OK, mais te proposer de faire un livre, un pavé, sublime, hein, concernant l'espace, c'est quand même, pas donné à tout le monde. Comment tu l'as abordé cette proposition et finalement comment ça s'est construit? Alors de base, moi, j'avais pas prévu d'écrire un livre dans ma vie. Maintenant, j'ai rejoint le clan cliché, des youtubeurs et youtubeuses qui finissent par écrire des livres et au début, alors j'avais déjà été contactée à l'époque par une autre maison d'édition pour faire un autre projet, mais qui me correspondait pas. C'était un Ouais, truc très impersonnel, qui me plaisait pas et donc je m'étais dit c'était pas le bon mot, c'était pas le bon moment, j'avais pas le temps à ce moment-là ni rien. Donc finalement, je les avais renvoyés vers une autre amie qui écrit des livres aussi sur le thème du spatial et qui était très contente de faire ça. Elle, pour le coup, ça rentrait totalement dans ses critères. Donc c'était pas la première fois qu'une maison d'édition me contactait. Mais comme la première fois, j'ai d'abord cru que c'était une arnaque. J'ai Au début, je me disais: «Genre, est-ce que c'est un vrai mail et tout?» Genre, c'est bizarre quand même, bon, il y a toujours un petit syndrome de l'imposteur, quoi, surtout si ça vient de la Russe. Donc bon, non, je relis bien, c'est bien une bonne adresse et cetera
et je sais plus exactement comment ça s'est fait. Je crois que je suis allée les rencontrer ou on s'est appelés, je sais plus exactement. Mais en fait, de base, c'était un autre livre qu'ils voulaient faire. C'était un format un petit peu différent, qui finalement coûtait un peu trop cher, parce que c'est pas plus gros, mais il y avait plus de texte, il y avait plus de recherche d'images. Bref, c'était un format un peu différent qui coûtait trop cher. Donc on a rediscuté, on a un petit peu négocié tout ça et en fait, ils ont dit: «Bah, en fait, on peut faire un autre format». Donc le format beau livre là qui est La vie secrète de l'univers, il est dans leur collection beau livre. C'est pas moi qui dis que juste il est beau, hein, c'est vraiment la collection qui qui s'appelle collection beau livre. D'accord. Et donc ouais, il y a eu un petit quelques négociations quand même et puis on s'est dit: «Allez, allons-y». Bon après spoiler, on ne devient pas riche en écrivant un livre, hein. Je gagne à peu près 1 € par exemplaire vendu. Donc non, on ne devient pas riche, avec un livre comme ça. Mais je l'ai abordé en me disant que c'était une porte d'entrée vers plein d'autres projets après. Ouais. Même si voilà, ça rapporte pas tant que ça finalement d'un point de vue financier, bah, ça fait quand même une certaine légitimité et puis quand même de voir son nom à la Fnac ou à Cultura, ça fait un petit truc quand même. Ça fait plaisir, hein, j'imagine. Ça fait très plaisir, ouais. Voilà. Et donc ouais, après comment ça s'est fait et bah, on a discuté ensemble, on a discuté ensemble de ce qu'on allait mettre dedans. Donc moi, j'ai réalisé toute la partie texte. Tous les enfin, pas les légendes des images, ça c'est eux, mais tous les titres, les introductions et les grands pavés de texte, c'est moi qui les ai écrits et les images et les légendes des images, c'est eux. Certaines images, je leur ai fait des suggestions qu'ils ont écoutées ou pas, ça dépend. D'accord. Et puis voilà, donc on a réfléchi à ce qu'on allait mettre. On a écrit un plan ensemble avec les différentes parties. Je leur ai demandé, eux, ce qu'ils voulaient absolument. Moi, après, je suis repassée derrière en disant: «OK, ça et ça, on peut peut-être regrouper» et cetera. Enfin bref, on a fait un plan un peu logique parce que donc c'est un livre qui est, assez généraliste, en fait, mine de rien, qui est découpé en plusieurs grandes parties. Donc il y a une grande partie sur le système solaire, une grande partie sur les étoiles, une grande partie sur l'exploration spatiale et cetera et en fait, pour chacune des parties, on va avoir une double page par thème. Par exemple, pour le système solaire, on a une double page sur Mercure, une double page sur la Terre et cetera et donc une fois qu'on a défini quelles étaient ces grandes parties et quelles étaient ces doubles pages et ben, ça a été, la rédaction. J'ai dû mettre je crois que j'ai mis 3 mois à temps plein à écrire, où je faisais vraiment que ça. J'ai fait le cliché de partir à la montagne. J'ai ma famille qui a une petite maison à la montagne en Italie. Je suis partie dans la petite maison à la montagne en Italie, coupée du monde pour écrire. En vrai, c'était une expérience très, très chouette. Ah, j'imagine. Heu, c'était voilà, j'ai genre: «Allez, faisons dans les clichés», et c'était ouais, non, c'était sympa. Tu avais besoin de ça vraiment, de t'isoler pour, pouvoir écrire et être vraiment focus sur l'écriture? Je sais pas si j'en avais besoin, mais c'était agréable. J'ai aussi écrit une grande partie chez moi. Après, je suis aussi allée beaucoup dans des endroits, il y a le Nuage Café que j'ai je crois que je l'ai mis dans les remerciements du livre d'ailleurs. Le Nuage Café, c'est un café, dans Paris, pour travailler où on paye à l'heure et on peut avoir des petits gâteaux, des boissons chaudes et cetera et en fait, c'était important pour moi de me définir des plages sur lesquelles travailler parce que quand on est chez soi, on est très vite happé par autre chose. Que ce soit les jeux vidéo, d'autres trucs à faire, Instagram, n'importe. C'est difficile de se concentrer et donc le fait d'aller quelque part pour écrire, ça m'aidait pas mal. Donc soit j'allais effectivement dans des cafés, quand j'étais en région parisienne et à la montagne. Alors j'avais aussi très envie de faire autre chose, j'avais envie de me promener et cetera. Mais je me disais: «OK, bah oui, je vais aller me promener tant qu'il fait jour, mais une fois que je rentre et bah, je travaille jusqu'au dîner et cetera» et ce qui était bien aussi, c'est que j'étais dans ma famille et donc, bah, tant que j'étais là-bas, j'avais pas à gérer les repas et cetera. C'est vraiment il y avait une vie qui était rythmée et j'avais juste à travailler, j'avais pas à réfléchir à faire mes lessives, à faire à manger, qu'est-ce que je vais manger, faire les courses et cetera. Ça, c'était géré et donc ça, je pense que c'était bien quand même. Je sais pas si c'était nécessaire, mais ce fut fort apprécié. Alice, est-ce que tu as déjà eu des moments où, devant l'immensité de l'univers, tu as l'impression de tomber dans un gouffre sans fin? Pas forcément dans ce sens-là, plus dans le côté de se rendre compte qu'on connaît pas grand-chose. Parce que des fois, quand on commence à s'intéresser à un sujet, on va creuser, on va poser des questions à des gens qui travaillent dessus et cetera et plus ça va, plus on va se rendre compte qu'on peut aller plus loin et cetera et qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas et on veut toujours en savoir plus. Donc dans ce sens-là, plutôt oui. C'est pas tant le côté de je me sens pas de tomber dans un gouffre. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand je discute avec des gens. C'est des gens qui me disent: «Mais moi, l'univers, c'est tellement grand, ça me fait peur». Parce que je me rends compte que je suis tout petit
et qu'on ait vraiment rien du tout et ça me terrorise. Et ça, pour le coup, je l'ai jamais ressenti comme ça. Moi, ça me fascine. Ça me terrorise pas, mais ça me fascine parce qu'effectivement, on n'est vraiment pas grand-chose. À ce jour, la Terre, c'est la seule planète qu'on connaît qui abrite de la vie. Alors on cherche un peu ailleurs, sauf qu'on cherche de la vie comme nous, on la connaît, c'est-à-dire une vie basée sur le carbone, où il faut de l'eau liquide et cetera. Potentiellement, il y a d'autres formes de vie qui n'ont rien à voir et qu'on n'est pas capable de voir parce que, bah, on cherche forcément des choses comme ce qu'on connaît. Sinon, Ouais. c'est compliqué de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais, ça va plus être ce côté, ouais, je me rends compte qu'on n'est pas grand-chose. On est sur notre petite bille bleue, sur la Terre, notre petit vaisseau spatial qui se promène dans le système solaire qui lui-même se promène dans la galaxie et sauf qu'en fait, bah, des galaxies, il y en a plein d'autres et ces galaxies se regroupent en amas de galaxies, en super amas et cetera et en fait, chaque galaxie, c'est des milliards d'étoiles et de se dire qu'autour de chacune de ces étoiles, il y a potentiellement des planètes avec potentiellement sur ces planètes de la vie qui existe. Je dis pas forcément de la vie intelligente, peut-être des bactéries, j'en sais rien, mais il y a tellement de possibilités. Une question qui revient souvent, c'est: «Est-ce qu'on est seul dans l'univers?» Bah, à ce jour, où on a la trace de personne. Mais ça, je me rappelle que c'est une question souvent qui revenait, que je me posais quand j'étais petite, c'était de me dire: «Mais ça se trouve, il y a d'autres espèces qui nous observent depuis super longtemps et juste ils savent pas comment communiquer avec nous. Ça se trouve, ils ont essayé, mais on répond pas, j'en sais rien». Et ouais, c'est plus ce genre de questions, mais ça me fait pas peur. C'est plus, ouais, de la fascination, de l'émerveillement, de se poser ce genre de questions et de se dire toutes les possibilités qu'il y a. Parce que donc je reviens sur la vie. Nous, on connaît donc la vie, basée sur le carbone, qui a besoin d'eau liquide et cetera. Et quand on pense à la vie, effectivement, bah, on pense à des trucs, qui ont des bras, des jambes à peu près, des yeux, enfin, des choses qui ressemblent à ce qu'on a sur terre. Mais ça se trouve, il y a des choses complètement différentes qui n'ont rien à voir et qu'on serait même pas capable de décrire, parce que ça n'a juste rien à voir avec ce que nous, on connaît sur terre, quoi. Est-ce qu'il y a un moment dans ton travail, tu as été ému ou émerveillé par une découverte ou une image? J'ai été très émue par le premier et seul à ce jour lancement, de fusée que j'ai vu. Ouais, C'est la première fois que je voyais quelque chose décoller vers l'espace. Et de se rendre compte que alors c'est juste un bout de métal, hein, en vrai, c'est juste «une fusée» entre guillemets. Mais déjà de se dire que cette fusée, on l'a vue en vrai quelques jours avant, ça fait quelque chose. Que quelques jours avant, on était au pied de cette fusée, tu dis: «Ah oui d'accord, le truc que j'ai vu là avant-hier, là il est en train de partir pour l'espace» et en plus c'était le lancement de Webb, donc le grand télescope en là en plus? qui fait des supers images. Ouais. Ouais, c'était vraiment j'ai pleuré, Ah ouais. je sais que j'étais avec quelqu'un, avec un ami qui lui a vu beaucoup de lancements, qui vit en Guyane et cetera. Pour lui, c'est devenu un peu le quotidien et il dit: Mmh. «Oui, bon, c'était pas un lancement si beau, il y en a eu des mieux». Je dis: «Oui, mais moi, c'est mon premier là, j'ai juste vu un truc qui part pour l'espace» et j'étais ouais, j'ai pleuré et ouais, c'était vraiment de l'émotion de se rendre compte de, waouh, on est capable, alors que je savais déjà qu'on était capable d'envoyer des trucs dans l'espace, mais vraiment de le voir vraiment pour de vrai. C'était assez dingue alors que pourtant j'étais quand même assez loin et tout. Effectivement, je pense que c'était pas le plus impressionnant des lancements. Mais bon, voilà, c'était un lancement quand même. Donc voilà, c'est pas une découverte, mais c'était un moment fort comme ça. Et sinon, bah, il y a la mission Rosetta Philae, une mission qui a été envoyée sur une comète, où on a posé un atterrisseur sur une comète. Ouais. Et en fait, c'est cette mission qui a fait que j'ai renoué un peu avec le spatial, après le lycée. Au lycée alors, je dis renouer, en vrai au lycée, j'ai pas arrêté d'aimer le spatial, mais je m'y intéressais un petit peu moins, c'était moins devenu mon quotidien et en fait, il y a eu cette mission qui a beaucoup été médiatisée par l'Agence spatiale européenne et par le CNES et j'ai beaucoup suivi, je suivais vraiment, bah, sur les réseaux sociaux et cetera. Il y avait des vidéos de vulgarisation, il y avait des images et tout et du coup, j'avais des profs, de licence qui travaillaient dessus et cetera et donc le jour de l'atterrissage, ils avaient organisé dans un amphithéâtre une retransmission de ce qui se passait, où ils commentaient, ils expliquaient et cetera et donc cette mission de vraiment se dire: «On est en train de poser un objet sur une comète», c'est la première fois qu'on fait ça. Ça m'a vraiment beaucoup touchée aussi et il y a eu des images merveilleuses de cette mission. Parce que donc il y a eu l'atterrisseur, bon qui s'est pas c'est une histoire pleine de rebondissements, c'est le cas de le dire, parce que l'atterrisseur a rebondi sur la comète. Il devait s'accrocher avec des harpons qui n'ont pas fonctionné, donc il a rebondi plusieurs fois et donc malheureusement il est pas
il est tombé un peu penché à l'ombre d'une falaise, donc ses panneaux solaires ont pas pu recharger ses batteries. Mais il a quand même eu le temps de prendre des mesures et cetera et pendant les quelques années après cet atterrissage, il y avait toujours Rosetta, la sonde qui était autour de la comète, à prendre des images, à faire des mesures et cetera. Là, maintenant, la mission est terminée, mais il y a eu vraiment énormément de choses qui ont été faites et ça donne du travail pour les scientifiques, pour encore pas mal d'années, je pense, quoi. D'accord. Et je pourrais parler pendant des heures de cette, mission. C'est ça à la fac, ils en pouvaient plus, chaque fois que j'avais un exposé, un truc à faire, je le faisais en anglais, peu importe le sujet, je trouvais un moyen de ramener à cette mission et c'est d'ailleurs cette mission qui a fait l'office de ma première vidéo sur YouTube D'accord. parce que je m'étais dit: «Quitte à faire une vidéo sur YouTube, autant prendre un sujet que je maîtrise» et comme ça, j'avais pu me fixer une deadline aussi parce que c'était la fin de la mission le 30 septembre, 2016 du coup, logiquement, si j'en crois ma première vidéo. Et donc je m'étais dit: «J'aurais sorti ma première vidéo sur YouTube avant la fin de la mission». Mmh. C'était mon objectif, parce que sinon je savais que si je me fixais pas de date limite, j'arriverais jamais. Ouais. Tiens, question intéressante, je trouve. Si toi, Alice, tu avais la possibilité d'aller dans l'espace pour un aller, tu ferais quoi? Un aller et un retour ou juste un aller et je reste après là-bas? Tu restes là-bas. Du coup, je vais mourir. Je crois qu'on est tous destinés à ça. Mais, je vais mourir assez vite parce que peu importe où je vais, il y a a priori, on ne connaît pas d'autres endroits où on peut vivre, Ouais. sans infrastructure Mais disons adaptée. qu'on a les moyens techniques de pouvoir aller très loin, mais pas Ouais. forcément de revenir. Donc on peut aller très loin et vivre quand même, on a de quoi s'installer quoi, on a quoi Ouais. faire un camp, tout ça, Ouais, OK. voilà, si tu en as envie, voilà. C'est quand Non mais même c'est mieux, important. hein, c'est quand même mieux. C'est important de préciser parce que sinon un aller, bon, bah, je peux aller n'importe où, de toute façon, j'aurai pas le temps de le voir, je vais mourir donc heu, c'est compliqué comme question. C'est Ouais. compliqué parce que je voudrais aller partout. Mmh. Il y a une partie de moi qui voudrait aller voir à quoi ça ressemble les nébuleuses, avec nos yeux à nous, Ouais, mais qui serait très déçue parce que ce serait pas du tout comme sur les photos. ouais. Mais déjà, je pense rien que le fait de, pouvoir voir la Terre depuis complètement l'extérieur, ça doit être incroyable. C'est quelque chose que les astronautes de la mission Apollo ont beaucoup raconté. C'est l'overview effect, je Mmh. crois, à vérifier et c'est le moment où, en fait, effectivement, tu vois la Terre de loin dans son ensemble. C'est juste une petite bille bleue qui flotte dans l'espace et à ce moment-là, tu te rends compte de sa fragilité Mmh. et qu'il faut la préserver parce que oui, l'atmosphère, en fait, c'est tout fin. En termes d'épaisseur, si, la Terre, c'était genre un ballon de basket à peu près, hein, bah, l'atmosphère, ce serait une feuille de papier, je Ouais. crois, C'est ce quelque que chose tu comme mets ça, dans je crois ton que livre. Ouais. c'est ce que je mets dans mon livre, ah bah, c'est ça alors. Ouais, c'est ça. Je me rappelle très bien. J'avais bien aimé l'image. Ouais, beh, je l'aime beaucoup aussi parce qu'on se rend compte que, ouais, effectivement, on se dit: «Oui, trop bien, la Terre, tranquille, c'est bon», bah, ouais, mais en fait, c'est super fragile. C'est super fragile, faut en prendre soin de notre planète. Mais donc ça ne répond pas du tout à ta question. Non. Je suis très forte pour répondre à côté des questions, hein. Mais c'est pas grave, tu vas te reprendre. Non, mais où est-ce que j'irais? Ouais, j'aimerais bien voir les nébuleuses de mes propres yeux, mais je pense que je serais déçue Ouais, parce qu'effectivement, d'accord. c'est pas forcément les vraies couleurs et puis ce sont des pauses longues et nous, nos yeux, ils font pas des pauses longues. Donc on n'est pas dans la capacité de pouvoir les voir comme les, satellites peuvent nous les transcrire, en fait. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est très beau quand même, hein, mais Mmh. je sais pas, est-ce que j'aurais envie d'aller sur la Lune? Je réfléchis, je suis en train de faire toutes les mladènes en me disant: «Alors ça peut être intéressant ou ça». Mais en fait, tous les astres peuvent être intéressants. Bah, après, il y en a, ce serait pas forcément l'idéal. Genre une planète gazeuse, bon, on peut se mettre autour, mais on peut pas vraiment, on peut pas se poser dessus. Donc bon, ce serait cool à voir, mais pas forcément pour y rester. Mais je me dis: «Bon, la Lune, pour voir la Terre et tout, ça doit être quand même sympa». Mars, bon, bah, Mars, c'est cool aussi. Mars, en vrai, ça doit être chouette. Mmh. Et sinon ouais, sur des satellites de géantes, sur Encelade, sur Titan. Mais bon, il fait un petit peu froid, il y a pas beaucoup d'ensoleillement, pas forcément le meilleur endroit pour les vacances non plus, quoi. Et puis, il y a les problèmes techniques derrière à régler aussi quand même, hein. Quand il y a des radiations cosmiques, enfin, il y a plein de choses comme ça aussi, hein. Oui, voilà, il y a voilà, je sais que sur Jupiter, ça dépend de ses satellites, mais il y en a qui sont très, très exposés. Jupiter a le champ magnétique le plus puissant de la Terre, alors ça fait de très belles aurores boréales, Ouais, mais bon, pas terrible quand même pour la santé humaine. Donc bon, faut imaginer qu'on ait les bonnes technologies, tout ça. voilà. Pour ceux qui aimeraient, explorer davantage l'astronomie, Alice, as-tu des recommandations de lecture
en dehors bien entendu, de ton merveilleux livre, de sites web ou d'activités pour éventuellement approfondir leur compréhension de l'univers? Ouais. Alors en livre, je conseillerais Le Cosmos et nous de Sébastien Carassou. Sébastien qui est un ami vulgarisateur aussi, lui il vient de la chaîne Le Sense of Wonder. Alors sur Le Sense of Wonder, ils sont 2, il y a Étienne qui est avec lui, qui est un ami aussi et donc Sébastien, lui, il est astrophysicien. Il a travaillé sur les galaxies, si je ne dis pas de bêtises et aujourd'hui, il fait de la vulgarisation aussi, il est indépendant, donc toujours des choses sur le Sense of Wonder, mais aussi d'autres choses un peu à droite à gauche et en ce moment, il parle beaucoup, bah, justement d'environnement, de protection de la planète et cetera. C'est ce qui l'anime lui, c'est ce pourquoi il veut militer parce qu'on peut appeler ça du militantisme, je pense et donc voilà, il a fait un livre, donc Le Cosmos et nous, qui parle de notre place dans l'univers, de quoi on est composé et cetera. Bon, j'avoue, j'ai pas fini de le lire, mais ce que j'ai commencé à lire, en tout cas, c'était très intéressant. Donc bon, c'est un livre pour le grand public aussi, avec plus de lecture que dans le mien, je pense, parce que c'est vraiment un format plus littéraire entre guillemets, on va dire, avec des chapitres un petit peu plus gros, là où Mmh. le mien va rester plus en surface. Mais voilà, c'est très bien vulgarisé, c'est très intéressant. Sinon, pour en savoir plus sur l'exploration spatiale, il y a les livres de Florence Porcel, L'espace sans gravité. Que j'ai beaucoup aimé, où ça raconte des petites anecdotes sur l'exploration spatiale avec beaucoup d'humour et des fois beaucoup de facepalm quand on se rend compte du machisme de l'Union soviétique, ou même des États-Unis. C'est assez impressionnant des fois. Mais donc voilà, c'est 2 livres que j'ai beaucoup aimés, même si Le Cosmos et nous, je l'ai pas fini. Donc voilà, côté lecture, je recommanderais ça. Sinon, oui, côté blog, je peux recommander, Rêve d'espace, qui est fait par une femme qui s'appelle Isabelle, qui est une amie aussi. Au bout d'un moment, on se connaît toutes et tous un petit peu, hein. C'est l'impression, hein. Mais donc qui tient un blog où elle parle d'actualité spatiale. Elle sinon, elle est, je crois, ingénieure, elle travaille sur les satellites. D'accord, Et donc voilà, elle parle d'actualité spatiale sur son blog. Elle avait une chaîne YouTube aussi, à l'époque, mais je crois qu'elle ne fait plus trop, un peu comme moi, elle ne fait plus trop de vidéos sur YouTube, mais elle est sur Twitch aussi. Elle s'est lancée sur Twitch, il y a pas si longtemps que ça. d'accord. Donc voilà, j'encourage vraiment à aller voir, c'est très chouette ce qu'elle fait. Pour se tenir au courant de l'actualité spatiale, c'est très complet. Elle fait des lives, toutes les 2 semaines, je crois, où elle parle de ce qui s'est passé dans l'espace récemment D'accord. et voilà. Et sinon, bah, je dirais d'aller assister à des conférences, à des ateliers. Si on veut apprendre à comment reconnaître les étoiles et cetera, bah, il y a les nuits de l'astronomie, il y a des choses comme ça qui existent, Mmh. la nuit des étoiles, tout ça et de pas hésiter à aller rencontrer des gens, à aller poser des questions, aller dans des musées et cetera. Il y a plein de gens qui seront ravis de vous apprendre tout ce qu'ils savent et il faut pas avoir peur de demander, de poser des questions. Il y a des gens dont c'est le métier littéralement de répondre aux questions, Mmh. donc faut pas hésiter à leur demander. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs et auditrices? Allez, voir, ces, personnes passionnées qui vont, se faire un plaisir, de répondre à vos questions et de vulgariser toujours aussi bien, l'espace et l'univers. Puis ce qui est super chouette, c'est qu'aujourd'hui avec internet, on a vraiment accès à plein de choses assez facilement. Bon après c'est compliqué de démêler des fois le vrai du faux, tout ça. Le problème c'est qu'on a accès à tout, mais il y a énormément de choses qui existent, de formats. En fait, s'il y a un sujet qui vous passionne, peu importe le sujet, vous allez avoir plein de manières de pouvoir apprendre des choses, que ce soit dans des livres, dans des bibliothèques, avec des conférences, avec des blogs, avec des vidéos, avec des lives sur Twitch, des podcasts. Il y en a vraiment pour tous les goûts et donc c'est facile d'apprendre des choses à condition, voilà, de savoir reconnaître les choses à peu près fiables et cetera. C'est, un des soucis d'internet aujourd'hui, mais c'est quand même un outil merveilleux quand on apprend à bien l'utiliser. Mmh. Tout à fait. Qu'aimerais-tu que les auditeurs et auditrices retiennent de notre conversation sur l'exploration de l'univers et la beauté qu'il offre? Que l'espace, c'est beau et que tout le monde peut s'émerveiller de l'espace. Voilà. C'était la synthèse très, très courte. J'ai Ouais, j'ai fait des réponses à rallonge tout le long. ouais, voilà. Non, mais c'est bien, c'est très, très bien, moi ça me convient bien, voilà et ça résume bien ce que je pense aussi, que l'espace c'est merveilleux et qu'on y a tellement à nous offrir encore, et tellement de mystères et de surprises que ouais, c'est bien d'être, au courant de l'actualité, de voir, ce que, par exemple, le satellite, Webb va pouvoir nous offrir encore comme merveille, dans les jours, mois et années à venir, voilà.
Puis là, on parle de web, mais en vrai, il y en a plein d'autres. Il y a Euclid qui a été Ouais, lancé, qui fait des images de dingue aussi, qui lui, il est là pour étudier la matière sombre, la matière noire. On a des satellites qui observent la Terre aussi, qui observent le niveau des océans, qui font aussi des images très, très belles de la Terre. Enfin, il y a pas que les gros satellites connus, il y en a d'autres plus petits dont on parle moins qui existent et qui font des images tout aussi belles. merci pour cette première partie Alice, on se retrouve juste après ça. Artypique, le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux. Retour les amis, pour Artipic, c'est le partage. Alice, pour ce moment, libre, que je te donne, tu as donc carte blanche pour, évoquer un sujet qui te tient à cœur. C'est à toi. Alors, un sujet qui me tient à cœur en tant que femme qui parle d'espace, qui parle de science, c'est justement la place des femmes dans le milieu scientifique, dans le milieu du spatial. Et c'est un peu un de mes combats du quotidien. J'essaye donc, comme je disais, de mettre des étoiles dans les yeux des gens, de leur dire que l'espace est chouette, etc. Mais c'est aussi de dire que tout le monde, et par tout le monde, j'entends tous les genres, sont capables de faire des maths, d'apprendre des trucs sur l'espace, de devenir scientifique. On se rend compte qu'il y a très peu de femmes dans les milieux scientifiques. Je saurais pas dire si c'est de moins en moins ou de plus en plus, parce qu'on des fois on voit que, bah, le sexisme augmente beaucoup en France et cetera. Enfin voilà, je saurais pas dire, ce que c'est la tendance exactement, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a pas assez, qu'on n'est pas du tout sur du 50-50, alors que pourtant sur Terre, on a quand même autant d'hommes que de femmes, à ce que je sache. Et pourtant, bah, dans les milieux scientifiques, c'est pas du tout vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais en licence sur un amphithéâtre de 100 personnes, on était, je crois, 6 ou 7 femmes. Donc 1re année de licence, hein, juste après le bac. Et ça, c'est donc voilà, je vais essayer d'encourager, les jeunes filles à se lancer, à faire des sciences, à pas se dire qu'elles sont pas capables. Parce que des fois, elles se disent juste que, bah, non, c'est pas pour elles parce qu'il y a des métiers d'hommes et cetera. Et non, en fait, il y a pas de métier d'homme ou métier de femme. Tout le monde est capable de faire ce qu'il ou elle a envie de faire. Et ça passe, par exemple, par la représentativité. Parce qu'en fait, quand on est une fille et qu'on veut faire des sciences ou qu'on veut devenir astronaute, par exemple, et bah, on n'a pas de modèle. Parce qu'on voit tout le temps que des hommes qui parlent de sciences, que ce soit à la télévision, dans les médias, et cetera. Ou même, voilà, je lui dis: «Au fait, vas-y, donne-moi le nom, d'astronaute». Bah, on va dire: «Ouais, je connais Thomas Pesquet, je connais, Neil Armstrong, je connais», enfin voilà, on va avoir que des hommes, alors que pourtant il y a des femmes astronautes. Il y en a moins, certes, elles sont moins connues, moins médiatisées, mais elles existent aussi. Et d'ailleurs, en l'année dernière, il y a une nouvelle sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne qui a été dévoilée, et parmi ces astronautes, il y a une Française qui s'appelle Sophie Adenau, qui, retenez bien son nom parce que pour l'instant on n'en parle pas trop parce qu'elle est seulement en entraînement, mais je pense que le jour où elle va voler, elle sera beaucoup médiatisée et vous pourrez dire: «Je l'ai entendue avant tout le monde chez Atypique». Et donc voilà, elle, c'est une femme qui va enfin, qui est techniquement déjà astronaute, qui n'a pas encore volé, mais qui va voler un jour. Est-ce que ce sera pour aller dans l'ISS ou sur la Lune ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Il y a des femmes qui font des sciences aussi, et donc par exemple, quand on va faire des émissions sur la chaîne Twitch du CNES, et bah, je vais faire attention à avoir une représentation féminine à chaque fois. Alors des fois, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui sont volontaires et cetera, qui sont à l'aise devant la caméra, et c'est pas forcément facile à trouver. Mais voilà, elles sont là et donc je veux essayer de montrer ça, et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi. Moi, je suis pas scientifique, mais bah, je suis une fille qui parle d'espace. Rien que si on prend dans le milieu de la vulgarisation aussi, bah, si je vous dis de me donner des noms de gens qui parlent d'espace sur internet, je pense que vous me sortirez principalement des noms d'hommes. Alors que pourtant, bah, je citais Rêve d'espace tout à l'heure, il y avait Florence Porcel à l'époque, il y a moi, on est plusieurs. On est plusieurs, mais bon, bah, forcément, moins visibles que nos confrères masculins.
pour diverses raisons et surtout, bah, on n'est pas traité de la même manière non plus. Allez voir les commentaires d'une vidéo, scientifique d'une femme et les commentaires sous la même vidéo, faite par un homme, vous verrez, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'était l'instant, féministe, d'Alice et ouais, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye de faire avancer à ma petite échelle en montrant que, bah, c'est possible, on est là, on existe et voilà, on est capable de parler d'espace, de faire des sciences, de devenir scientifique, de devenir ingénieur, au même titre que n'importe qui. Parfait. Alice, si tu peux rencontrer une personnalité vivante ou disparue, à qui tu penses? Est-ce que ça peut être un personnage de fiction ou pas? Ce que tu veux. OK, alors en personnage de fiction, ce serait Jim Hawkins de La Planète au Trésor. Mmh. Je sais pas si tu as vu ce film, mais c'est un dessin animé, un film d'animation de Disney qui Ouais. commence à être un petit peu vieux maintenant. Il est sorti, je dois avoir 7 ou 8 ans, je crois, au cinéma D'accord. et en fait, ça raconte l'histoire de l'île au trésor. Enfin, c'est l'île au trésor, mais dans l'espace. OK. Et donc, dans ce film, ils partent dans un beau bateau, je vais dire un galion, mais en vrai, c'est peut-être pas un galion, j'en sais rien, mais un beau voilier, je sais plus combien il a de mâts, mais un beau voilier avec plusieurs mâts, des grandes voiles solaires et tout et bah, ils partent à la recherche de cette planète au trésor. Donc ils font un voyage dans l'espace et tout et il est magnifique comme film. Il est assez peu connu finalement et je trouve ça très dommage parce qu'il est très, très beau et c'est vraiment un dessin animé qui m'a beaucoup émerveillée petite et encore aujourd'hui, j'adore le regarder. Et donc le personnage principal, c'est Jim Hawkins, donc qui part, c'est lui qui trouve la carte pour trouver justement ce fameux trésor et c'est, je pense un de mes premiers crushs d'enfance de: «Waouh, moi je vais partir faire du surf solaire» parce qu'il a une planche à voile solaire et tout, enfin il est trop stylé et tout. Puis il a le côté bad boy, parce que c'est un peu un rebelle, il est c'est un ouais, je sais pas quel âge il a dans le film, je crois 15 ans, 17 ans? Enfin bref, c'est un adolescent un peu rebelle et donc voilà, je voulais partir et être rebelle avec lui et voilà. Mais donc du coup, je me dis qu'aujourd'hui alors je pense pas que je serai toujours en crush, mais je me dis que j'aimerais bien être sa pote et qu'on parte ensemble sur un bateau, qu'on aille voir les étoiles et tout, c'est peut-être pas affronter tous les dangers de la planète au trésor non plus, je tiens à la vie quand même. Ouais. Lui, c'est un super héros, machin aussi, il est trop courageux, tout ça. Je suis pas sûre de l'être autant. J'ai peut-être un peu moins de sang-froid que lui. Mais donc voilà, j'aimerais beaucoup devenir sa pote et ouais, partir explorer l'espace avec lui. OK. Mais sinon, en personne qui existe vraiment, et que j'ai pas encore rencontré parce qu'en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ma vie, c'est qu'il y a plein de gens que j'admirais, que je voulais rencontrer, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, des fois très rapidement. Mmh. Mais donc quand j'ai réfléchi à cette question un peu en avance, j'ai dit: «Mais, alors oui, il y a Claudia Nuret». J'ai dit: «Oui, mais Claudia Nuret, je l'ai déjà rencontré». Mmh. Bon, comme beaucoup de gens, Thomas Pesquet, je l'ai croisé aussi très rapidement, mais je l'ai croisé aussi. Mmh. Enfin, puis, au bout d'un moment, quand on travaille sur les réseaux sociaux du CNES, on se rend compte que, bah, Thomas Pesquet, en fait, c'est un humain comme un autre et puis, bon, bah, oui, il est allé dans l'espace, c'est cool, mais bon, voilà. Mais donc, ce serait une autre astronaute, ce serait Peggy Whitson, qui est une astronaute américaine, D'accord. bah, en fait, c'est un peu la maman de Thomas Pesquet d'une certaine manière. Enfin, je sais pas si on peut dire maman, mais mentor. Enfin bref, Ouais, quand mentor. Thomas Pesquet est parti dans l'espace la première fois, elle, c'est une astronaute un peu plus expérimentée et donc elle l'a un petit peu pris sous son aile et elle lui a appris l'espace quoi, en quelque sorte. Et donc je sais pas, je sais pas, c'est une femme qui dégage un truc que j'aime bien Ouais. et que je me dis que j'aimerais bien rencontrer. Dans la même veine aussi, il y a Samantha Cristoforetti, une astronaute italienne, où pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et à l'époque où elle était dans la station spatiale internationale, elle faisait beaucoup de vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'ESA, pour expliquer la vie dans l'espace, où on la voit qui se lave les cheveux, enfin qui vraiment montre le quotidien de comment ça se passe la vie dans l'espace. Et je l'ai aperçue de loin, mais j'ai pas eu l'occasion de lui parler, D'accord. Samantha et bah, je me dis que ce serait intéressant. J'aimerais bien discuter avec elle, échanger avec elle. Alors, je pense que Samantha Cristoforetti est plus accessible pour moi que Peggy Whitson qui est américaine. Mais oui, en fait, c'est ce que je me dis. C'est tiens, pour une autre anecdote comme ça, c'était avant que je fasse mon master en journalisme et cetera. Il y avait un mardi de l'espace qui avait été organisé sur le thème, de la vie dans l'espace et parmi les invités,
il devait y avoir un astronaute. Je sais même plus lequel, mais un des 10 astronautes français, enfin 11 maintenant avec Sophie Anneau, mais en tout cas, un astronaute qui a déjà volé, pas Thomas Pesquet, mais un autre, beaucoup moins connu. Et donc, je m'étais dit que j'allais y aller et que ça allait être trop bien et j'étais vraiment dans un état d'excitation incroyable de: «Oh, je vais rencontrer quelqu'un qui allait dans l'espace». Et c'était la première fois et vraiment je trépignais, j'étais trop contente. Sauf qu'en fait, cette soirée a eu beaucoup de succès et bien qu'arrivée en avance, il y avait déjà plus de place. D'accord. Et donc, j'étais, un peu frustrée et triste, mais bon, bah, c'était complet, on pouvait pas y faire grand chose et je me disais: «Bon, bah, au moins, c'est que le sujet intéresse des gens, c'est quand même cool». Donc à l'époque, je travaillais pas encore avec le CNES ni rien. J'étais, voilà, vraiment toute bébé vulgarisatrice D'accord. et donc voilà, je repars, un peu frustrée quand même et en me faisant une promesse à moi-même, en me disant que: «OK, j'ai peut-être pas rencontré d'astronaute ce jour-là, mais c'est pas grave parce que je deviendrai journaliste scientifique ou un autre truc du genre et un jour je ferai une interview avec Thomas Pesquet». Bon, je n'ai toujours pas fait d'interview avec Thomas Pesquet. Donc techniquement, je n'ai pas encore rempli ma promesse, mais j'ai fait d'autres trucs complètement ouf. Donc je me dis que bon, c'est quand même équivalent et que même si je fais jamais de vraies interviews avec Thomas Pesquet, c'est pas très grave. Non, mais Thomas, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il reste à faire. Après, techniquement, j'étais à côté d'une collègue qui faisait une interview de Thomas Pesquet et je lui ai mis un micro-cravate. Est-ce que ça compte? Mmh. C'est un micro. C'est un micro. Mais qu'au final, j'ai dû retirer parce qu'il faisait des interférences avec l'autre micro qui était déjà installé. Donc voilà, donc j'ai mis un micro à Thomas Pesquet, j'ai retiré le micro à Thomas Pesquet. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est une tentative, hein. Je pense que ça compte quand même. Il y avait une interview avec ma collègue et j'étais juste à côté. Je Bon, pense que ça compte. bon, c'est déjà drôlement bien. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, rencontrer Thomas Pesquet ou d'être à côté, donc c'est déjà Ah bah, c'est une un question qui privilège. revient souvent quand je fais des conférences ou autre. C'est: «Ah, est-ce que tu as déjà rencontré Thomas Pesquet?» Je te l'ai pas posé, tu vois? Parce que je me suis dit, «Ça se trouve, on l'a déjà posé 50 000 fois», donc voilà. Alors j'ai pas compté, peut-être pas 50 000 quand même. Je ne fais pas si souvent J'exagère. que ça des interventions. OK. On passe au moment challenge, Alice. Si tu devais, proposer à un artiste, ou une personnalité, que tu connais, d'être l'invité d'Art Typique, à qui penses-tu? Donc hors de mon domaine, c'est ça? Oh oui, mais après si c'est dans ton domaine, c'est pas très grave. Est-ce que tu connais Vincent Chabrette? Oui, Et bah, voilà, quelqu'un qui lit des histoires qui font peur tous les dimanches soirs sur Twitch. oui, il est très très, très sympa, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, c'est du contenu très, très chouette, donc rien à voir avec le spatial là pour le coup, Ouais, ça n'a c'est vraiment un domaine complètement différent. Mais donc sur Twitch, il lit des histoires d'horreur. Alors en vrai, c'est pas ça fait pas forcément si peur que ça, mais il y a l'ambiance qui va avec, la musique et cetera et il est accompagné par un artiste ou une artiste, dans la plupart des émissions qui dessine en parallèle, de sa lecture. ouais et dont une personne qui s'appelle Alice d'ailleurs qui est là de temps en temps, je me demande ce qu'elle fait là, mais bon, bah, elle a l'air d'être bien donc voilà. Et oui, j'ai eu l'occasion, de venir dessiner parce que je ne l'ai pas dit, mais je fais de l'aquarelle aussi à côté et bah, d'ailleurs dans mes vidéos, même il y a plus trop de vidéos aujourd'hui, mais il y a des animations qui sont faites avec des aquarelles, faites par mes petites mains et donc voilà, effectivement, Chabrette m'a invitée, pour, dessiner pendant des émissions où il lisait des chairs de poule. Ouais, Retour en enfance. j'ai eu l'occasion de venir voir et j'avoue qu'il sait créer la une atmosphère, assez spéciale et c'est bien réussi donc ouais, n'hésitez pas à aller le voir. Je confirme. Alors moi, je sais que, quand je vais voir, soit ça marche super bien et je m'endors très, très vite. Mmh. Mais ça va, il se vexe pas quand on dit qu'on s'endort, ça va. Ou alors ça marche trop bien et du coup j'angoisse et du coup j'arrête parce que c'est trop. Ça me met vraiment D'accord, dans un mood, que j'aime pas, qui va faire revenir d'autres angoisses qui n'ont rien à voir, mais donc voilà, c'est pour ça que j'y vais pas forcément souvent. d'accord. Mais en tout cas, je vous encourage, j'ai lu beaucoup de Lovecraft et cetera et donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, je vous encourage à aller voir sa chaîne. On va mettre, les liens en description, n'hésitez pas à cliquer et à découvrir, Vincent Chabrette est, un gars vraiment formidable. Tes actualités à venir, ma chère Alice? Comme chaque année, ça fait 2 ans maintenant, mais il y a les Mycéliades, Mmh. donc le festival de sciences et science-fiction, où là, je vais intervenir à Châtenay-Malabry
pour parler donc de Wall-E, de la science dans Wall-E. Mmh. Et puis sinon, continuer ce que je fais pour le CNES, donc je fais des lives, des vidéos pour les réseaux sociaux et cetera. Et puis j'aimerais bien me remettre à faire plus de choses sur mes propres réseaux parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément l'énergie en ce moment, mais c'est quelque chose qui me manque et que j'aime bien faire et voilà. Alors je garde quand même de me di je fais quand même attention à me dire que je fais pas du contenu pour faire du contenu, ça c'est quelque chose auquel je tiens. C'est que des fois quand on se lance dans la création de contenu, on se dit: «Ouais, je vais faire une vidéo toutes les semaines» et cetera et on se met une pression monstre et du coup on fait des choses plus avec le plaisir et ça devient très malsain et cetera et ça c'est quelque chose que je veux complètement éviter et c'est pour ça que je suis aussi irrégulière, que ce soit sur Twitch, sur YouTube et un petit peu partout, c'est que je fais les choses quand j'ai l'énergie de le faire et bah, en ce moment, faut croire que c'est pas trop. Mais donc voilà, j'aimerais bien réussir à avoir l'énergie, à avoir la motivation pour faire des choses, je vais pas dire plus régulièrement, mais juste, bah, refaire des choses quoi. Que ce soit des lives dessins, parce que je fais donc comme je disais, je fais de l'aquarelle, donc des fois je fais de l'aquarelle sur Twitch, Mmh. ou même juste du jeu vidéo. Il y a plein de jeux vidéo de l'espace qui sont très, très chouettes aussi. En ce moment, je suis sur Outer Wilds et cetera. Donc voilà, ça c'est, plus ou moins long terme. Mmh. Pourquoi pas, peut-être un jour un deuxième livre, on verra. J'ai des idées, mais encore une fois, c'est vraiment le temps qui manque parce qu'un mi-temps, bah, même si c'est qu'un mi-temps, ça prend du temps aussi, mine de rien et c'est pas parce qu'on fait un mi-temps qu'on travaille que la moitié du temps, mine de rien, parce qu'en fait, ça nous reste quand même toujours dans un coin de la tête, même si on ne sait pas sur des heures où on est censé travailler, bah, on va quand même réfléchir aux futurs projets, à d'autres choses qui vont se passer et cetera. Ouais, Donc voilà. OK. Tu parlais de réseaux sociaux, du coup, transition, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, Twitch, YouTube, ça, c'est déjà, 2 informations que nous avons. Et est-ce que tu en as d'autres à nous donner? Oui, je suis aussi sur Instagram. Alors sur Instagram, j'ai 2 comptes. Il y a Space Tomalis qui est mon compte, je vais dire perso, c'est pas vraiment perso, mais plus le compte, de ma personne avec une ligne éditoriale, très aléatoire, on va dire. Des fois un petit peu de vulgarisation, mais aussi beaucoup, ouais, beaucoup d'aléatoire et j'en ai un autre, c'est spacestomalis_art où là, je vais mettre les dessins que je fais, à l'aquarelle et aussi un peu de dessin numérique, mais pas tant que ça. D'accord. Je suis sur Twitter, mais plus trop en ce moment parce que Twitter étant devenu ce qu'il est, voilà, le compte existe, mais si vous cherchez à me contacter, ne passez pas par Twitter. Ouais. Heu et sinon, bah, nouveaux réseaux sociaux, qui sont apparus, récemment, je suis sur, Threads et sur Blue Sky. Donc sur Threads, c'est Space Tomalis aussi et sur Blue Sky, c'est paysdesétoiles.fr, D'accord. comme Alice au pays des étoiles qui est ma chaîne YouTube. Voilà, ça a du sens. Et je suis sur TikTok aussi techniquement, même s'il y a pas grand chose sur mon compte à moi. D'accord. Mais sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux du CNES, Et oui, forcément. qui est un petit peu partout le CNES, D'accord. aussi. Voilà, bah, on mettra toutes ces informations, tous les liens en description. En tout cas, merci Alice d'avoir, répondu à mes questions et de nous avoir éclairé sur ton activité liée à l'espace et son florilège de mystères, bien entendu, et de beauté. As-tu un petit mot pour la fin? Petit mot de la fin, je dirais continuez de vous émerveiller et de vous poser des questions. Voilà. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve prochainement avec mes invités et en attendant, faites de beaux rêves.